On va faire une présentation, comme vous le voyez, à deux voix. Donc moi, je suis la directrice de la DICASM, qui est donc la direction de la qualité de l'accompagnement social et médico-social à la Haute Autorité de Santé. Donc c'est la direction au sein de cette agence sanitaire qui a en charge le secteur social et médico-social. Donc dans la DICASM, en fait, il y a trois missions essentielles, 2 services et une mission en fait. Donc le service qui élabore les bonnes pratiques, les recommandations de bonnes pratiques pour les professionnels du secteur social et médico-social. Il y a le service évaluation, donc, dont il est question aujourd'hui, qui a élaboré ce référentiel et qui suit ce service. Et donc Noémie Guiton, qui est chef de projet évaluation au sein de ce service, va donc faire la présentation avec moi. Noémie est à distance, donc on va faire ce binôme. J'espère que tout va bien se passer, mais normalement c'est bien calé. Et puis donc on a une troisième mission qui est plus récente au sein de la DICASM. Nous venons de mettre en place un programme pluriannuel pour soutenir les établissements et les services sociaux et médico-sociaux dans le recueil du point de vue des personnes accueillies. Donc voilà, vous allez certainement entendre parler de ce programme qui commence son déploiement là avec un groupe de travail scientifique sur justement quelles sont les méthodologies pour recueillir le point de vue des personnes, puisque nous l'avons montré et démontré, il n'est pas question dans les établissements sociaux et médico-sociaux de faire des enquêtes de satisfaction de type ISATIS comme on peut connaître dans le sanitaire. C'est bien plus complexe que ça pour les personnes qui sont accompagnées dans ces structures, et donc nous allons produire des outils pour soutenir les structures pour cela. Alors, a priori, ça marche très bien. Donc, on a une présentation en fait en 4 parties. Donc, on va vous présenter les fondements de l'évaluation, les outils, les méthodes et un petit mot à la fin sur le cahier des charges des organismes qui vont vous évaluer. Donc, on appelle les organismes accrédités. Donc, je commence par les fondements de l'évaluation. Donc, évaluation de la qualité en ESSMS, qui existe, qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis la loi du 2 janvier 2002, qui a évolué, qui a été rénovée, on va dire, par la loi OTSS de 2019. Donc, c'est cette loi de 2019 qui a confié à la Haute Autorité de Santé la responsabilité d'élaborer un nouveau référentiel socle national pour évaluer les prestations délivrées par les établissements et les services aux personnes accompagnées. Donc ce qui n'a pas changé, c'est le périmètre de ces évaluations, puisque nous sommes toujours sur la base des établissements et services qui sont listés à l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles. Elle est par contre dorénavant, cette évaluation, prévue tous les 5 ans par un organisme extérieur, un organisme accrédité. Et donc il n'y a plus ces 2 évaluations qui existaient auparavant, internes et externes. Il n'y a plus qu'une seule évaluation, tous les 5 ans. Alors, je l'ai dit, la finalité de l'évaluation, c'est donc d'apporter une réponse pertinente et adaptée aux attentes et aux besoins des personnes accueillies. Donc, ce qui n'a pas changé depuis la loi du 2 janvier 2002, c'est que l'évaluation, les résultats de l'évaluation sont pris en charge et sont pris en compte, surtout, par les autorités de tarification et de contrôle pour le renouvellement des autorisations. Donc ça, c'est la partie régalienne, effectivement, qui se trouve dans les textes, et donc c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais l'évaluation, bien sûr, ça va bien au-delà de cette finalité, puisque l'évaluation va permettre aux personnes accompagnées d'avoir la connaissance du niveau de qualité de la structure qui les accompagne ou qui va les accompagner dans l'avenir, puisque, on y reviendra, les résultats doivent être publiés. L'évaluation, ça permet aussi aux professionnels d'améliorer leurs pratiques, tout simplement. Et on le voit, c'est un outil de management interne parce que ça permet vraiment d'impulser une dynamique d'équipe autour de l'interrogation et de l'amélioration des pratiques professionnelles.
Et pour les autorités, donc les autorités ne vont pas regarder l'évaluation simplement tous les 15 ans pour renouveler l'autorisation, mais il s'agit bien d'organiser un dialogue régulier entre l'autorité et la structure sur les résultats de l'évaluation, mais surtout ce qui est intéressant, c'est le plan d'amélioration continue de la qualité qui va émerger à partir des axes de progrès qui auront été cités, mis en exergue dans le rapport d'évaluation. Mais on va revenir sur tout ça plus en détail. Donc, à partir de 2019, effectivement, donc la Haute Autorité de Santé a été saisie de cette mission d'élaborer le dispositif d'évaluation rénové. Et donc, nous sommes interrogés avec la gouvernance de la Haute Autorité de Santé sur les orientations stratégiques de ce projet. Donc, les orientations stratégiques qui ont été retenues sont au nombre de 3. La première, permettre à la personne d'être actrice de son parcours. On va y revenir plusieurs fois dans la présentation. C'est vraiment une évaluation qui est centrée sur la personne accompagnée. La deuxième orientation, c'est de renforcer la dynamique qualité dans les établissements et les services. La troisième, c'est de promouvoir une démarche porteuse de sens pour les professionnels. Alors, toujours au niveau de ces orientations stratégiques, le référentiel d'évaluation a été construit autour de 4 valeurs qui infusent le référentiel et les autres outils autour de l'évaluation. Donc, le pouvoir d'agir de la personne, puisque encore une fois, on est centré sur la personne, notamment au niveau des questions évaluatives. La deuxième valeur, c'est le respect des droits fondamentaux, et on les retrouve dans les critères impératifs. La troisième, l'approche inclusive des accompagnements, puisqu'on parle beaucoup effectivement de parcours dans cet exercice d'évaluation. Et la quatrième valeur, c'est la réflexion éthique des professionnels. La démarche d'évaluation est conduite à 3 niveaux. Donc, on conduit cette démarche évaluative au niveau de la personne d'abord, ensuite au niveau des professionnels et troisièmement au niveau de la structure de l'établissement ou du service. Et donc pour finir cette première partie un peu introductive, on insiste sur le fait que l'évaluation ne doit pas être confondue avec l'inspection et le contrôle. Ce sont 2 exercices différents qui n'ont pas la même finalité. Donc l'inspection contrôle d'abord relève des autorités de tarification et de contrôle et la Haute Autorité de Santé n'est pas du tout compétente pour faire de l'inspection contrôle. L'inspection contrôle vise à veiller au bon fonctionnement des ESSMS en termes d'effectifs, de qualification du personnel, enfin, et plein d'autres choses, etc. Mais vraiment vise à opérer une comparaison en fait entre des normes et une organisation. Et puis, les missions d'inspection-contrôle sont programmées. Elles peuvent également parfois être inopinées, non programmées, ce qui n'est évidemment jamais le cas d'une évaluation. Il y a également d'autres types de contrôles qui relèvent de différents organismes, des contrôles de conformité, par exemple la commission de sécurité, les contrôles d'hygiène, les contrôles de conformité des locaux avant ouverture. Tout ça également n'est pas du tout exploré au niveau de l'évaluation. Voilà, je vais passer donc maintenant la parole à Noémie Guiton pour la deuxième partie, les outils pour l'évaluation. Les outils pour l'évaluation, donc pour élaborer ces outils, donc Angélique Carrette vous l'a rappelé tout à l'heure, nous avons travaillé en groupe de travail, donc avec de nombreux experts de terrain sur les différentes thématiques, et également avec la mise en place d'une consultation publique à laquelle vous avez peut-être pu participer, mais également une expérimentation du référentiel et des méthodes auprès des ESSMS qui se sont portés volontaires. Donc, c'est ce qui a permis d'aboutir aux travaux qui ont été publiés en mars 2022. Et nous allons donc vous présenter les outils qui vont vous permettre d'appréhender les évaluations. Donc, comme vous avez pu le voir, le référentiel d'évaluation est structuré en 3 chapitres, 9 thématiques, 42 objectifs et 157 critères.
Donc ces 3 chapitres répondent directement à l'une des orientations stratégiques qui nous a été fixée, donc élaborer un référentiel d'évaluation à 3 niveaux. Le chapitre 1 qui est centré sur la personne, le chapitre 2, les professionnels, et le chapitre 3, les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Donc il est important de préciser dans cette slide que chaque évaluation doit être réalisée dans le cadre des missions de l'ESSMS, dans le cadre des accompagnements qu'ils réalisent, à savoir s'ils sont contraints ou non, et de la mesure qui s'impose à la personne accompagnée. Noémie, tu peux ouvrir... Ah ben voilà, c'est ça, merci. Les 9 thématiques, elles permettent de passer en revue l'ensemble des questions qui vont faire la qualité d'un accompagnement dans une structure. Donc la majorité d'entre elles sont communes à l'ensemble des chapitres et certaines sont spécifiques à quelques chapitres, dont 2 thématiques qui sont spécifiques au chapitre 3, puisqu'elles vont être abordées dans le cadre de l'entretien avec la gouvernance. Au sein de ces différents chapitres, donc vous allez retrouver 157 critères. 129 sont dits génériques, donc ils vont s'appliquer à tous les ESSMS, quelle que soit la structure. Et 28 sont spécifiques, donc ils vont s'appliquer de manière différenciée en fonction de la structure, c'est-à-dire en fonction du secteur, du type de structure et du public qui est accompagné par la structure. Donc, dans la fiche pratique numéro 2 du manuel d'évaluation, vous allez retrouver ce lien qui est fait directement entre les champs d'application et la catégorie finesse de votre structure. Donc, pour, par exemple, un EHPAD, vont être associés les champs d'application du médico-social, de l'établissement et de la personne âgée. Donc, c'est pour permettre à chaque structure de retrouver uniquement les critères qui s'appliquent lorsque vous allez créer votre évaluation ou auto-évaluation sur la plateforme Sinaï. Vous avez également une autre caractéristique qui permet de différencier les critères. Donc, comme vous avez pu le voir, on a défini un certain nombre de critères standards qui correspondent au niveau attendu et des critères impératifs, donc qui doivent être totalement satisfaits. Donc, ces 18 critères impératifs couvrent essentiellement les domaines des droits des personnes, des questions sur les risques de maltraitance, de violence, des plaintes et réclamations et des événements indésirables notamment. Donc pour information, nos instances voulaient faire passer une marche à tous les ESSMS pour cette première itération du référentiel, d'où le fait d'avoir sélectionné ces 18 critères impératifs et d'y associer un certain nombre de conséquences à l'évaluation de ces critères. Alors, à partir de l'évaluation de ces critères impératifs, si au cours de la liste d'évaluation, un ou plusieurs critères impératifs n'étaient pas cotés à 4 ou à étoile, donc n'étaient pas totalement satisfaits, des précisions sont à apporter dans un formulaire qui est dédié pour permettre d'apporter des éléments dans le complémentaire, permettre également de partager l'information avec la gouvernance, d'intégrer un certain nombre d'éléments complémentaires dans le rapport d'évaluation. Et surtout, après la visite d'évaluation, sur la base de la réception du rapport d'évaluation, vous allez pouvoir élaborer un plan d'action spécifique, priorisé, sur ces critères, que vous allez également pouvoir transmettre avec le rapport d'évaluation à votre autorité. Donc, votre autorité va pouvoir également demander des investigations complémentaires, avoir un échange avec vous sur ce plan d'action, et également, vous allez pouvoir proposer un calendrier d'exécution. Donc, étant entendu que la particularité des critères impératifs, c'est qu'ils ne peuvent pas être cotés en non concernés. Ils sont applicables à tous, avec une petite exception pour le critère 3.6.2, qui concerne le circuit du médicament et qui peut, bien sûr, sur justification, être coté en non concerné si une structure ne déploie pas le circuit du médicament. Donc, à côté du référentiel d'évaluation, vous allez trouver le manuel d'évaluation qui va aller un petit peu plus dans le détail sur chacun des critères. Donc, il comprend d'abord une fiche par critère. Donc, toutes les fiches sont présentées de la même manière.
C'est une présentation qui vous permet de retrouver sur chacune de ces fiches l'objectif, la thématique, le niveau d'exigence qui lui est rattaché, les champs d'application aussi qui lui sont associés, donc qui peut être différent en fonction des critères. Et vous voyez dans l'encadré en bas à gauche, vous allez retrouver l'ensemble des éléments d'évaluation qui vont permettre d'évaluer ce critère. Des éléments d'évaluation qui vont être à la fois traités en termes d'entretien avec les personnes accompagnées, les professionnels, la gouvernance, mais également en termes de consultation documentaire. Donc tous les éléments de preuve que vous allez pouvoir apporter à l'appui des réponses que vous apporterez au cours des entretiens avec les évaluateurs, et des éléments d'évaluation que vous allez pouvoir mettre à disposition également de ces évaluateurs. Donc tous ces éléments d'évaluation permettent d'évaluer l'atteinte du critère. Sur la partie droite de cette fiche, on a ajouté quelques références. Donc ce ne sont pas des références exhaustives, mais ce sont des références principales qui vont vous permettre, soit en termes de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, de références légales, réglementaires, ou toute autre référence qui peut être utile au regard du critère qui est évalué, va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Sur un critère donné, si vous considérez que vous êtes un petit peu en difficulté, ou sur un critère donné que vous n'avez pas atteint toutes les exigences, cela va bien sûr vous aider. Donc 157 fiches critères qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin dans le détail sur un critère donné. Également, dans le manuel d'évaluation, vous trouvez les fiches pratiques. Donc il y en a 10 aujourd'hui qui permettent de bien comprendre comment se met en place cette nouvelle évaluation. Donc vous avez une fiche pratique qui concerne à la fois l'organisation de la visite, qui vous explique la définition des champs d'application des critères, une fiche par méthode d'évaluation pour comprendre aussi comment ces méthodes vont se dérouler, et puis toutes celles que vous voyez. Il y a actuellement 10 fiches pratiques, mais il est possible que nous en ajoutions s'il fallait apporter des compléments sur la bonne compréhension du dispositif. Et voilà, nous serions amenés à en ajouter si ça s'avérait nécessaire, bien sûr. Alors, les méthodes d'évaluation. Elles sont au nombre de 3, donc il y en a une par chapitre. Pour évaluer le chapitre 1 du référentiel, donc qui est centré sur la personne accompagnée, il sera utilisé la méthode de l'accompagné-traceur. Le chapitre 2, qui est centré sur les professionnels, sera évalué par la méthode du traceur ciblé. Et le chapitre 3, qui est centré sur le SSMS, sera évalué via l'audit système. Un peu plus dans le détail sur chacune des méthodes, on voit bien qu'il y a 3 étapes clés pour chacune d'elles. Alors la première, donc celle de l'accompagné-traceur, tout d'abord, c'est identifier la personne accompagnée. Donc c'est à vous, le SSMS, de proposer à l'organisme évaluateur, le jour de la visite, le double du nombre d'accompagnés-traceurs qui est prévu. Et ensuite, c'est à l'organisme de choisir les personnes avec lesquelles l'entretien sera mené. Donc il est important de proposer des profils différents afin que soient représentés les accompagnements qui sont réalisés au sein de votre structure. Le nombre d'accompagnés-traceurs prévus pour une évaluation est de 3 minimum, donc au minimum, vous devrez en proposer 6. La deuxième étape, c'est bien sûr l'entretien avec la personne elle-même, pour recueillir son expérience et son expression sur son accompagnement. Et enfin, l'étape 3, c'est l'entretien avec les professionnels qui accompagnent la personne au quotidien. Donc, ils connaissent son dossier, et ce qui permet de croiser les regards avec ces professionnels sur l'accompagnement de la personne. Donc, petite précision, c'est vous qui proposez aux évaluateurs des personnes à rencontrer. Vous devez en amont recueillir leur consentement. Il est important que vous puissiez présenter aux évaluateurs le consentement des personnes à participer à ces entretiens. L'entretien se déroule toujours de manière individuelle avec les évaluateurs, en présentiel,
dans un lieu où la personne va se sentir bien pour pouvoir répondre au mieux aux questions que va lui poser l'évaluateur. Évidemment, dans ce chapitre, et pour cet entretien avec la personne accompagnée, la personne n'a pas à présenter d'éléments de preuve. À l'appui de ces réponses, ce sont les professionnels qui, eux, apporteront ces éléments aux évaluateurs par la suite. La deuxième méthode, c'est celle du traceur ciblé. Donc elle est centrée sur les professionnels. 3 étapes également. Donc la première, toujours l'identification. Donc elle permet d'une part à l'organisme de mieux organiser ses séquences d'évaluation et d'autre part à l'ESSMS de proposer les professionnels impliqués, toujours en lien avec la thématique. La deuxième étape, c'est celle de l'entretien avec les professionnels. Donc elle permet d'évaluer les pratiques et de consulter la documentation. Et la troisième étape, elle permet encore une fois de croiser les regards, puisque cet entretien précis est réalisé avec les membres de la gouvernance. Et elle permet d'évaluer l'organisation, les moyens déployés, mais aussi de compléter certaines informations si besoin en cas d'écart. Donc dans ce chapitre 2 et dans cette méthode, il est important de bien cibler les professionnels donc, que l'évaluateur va rencontrer par thématique. Il est important de favoriser également la présence de professionnels en équipe pluridisciplinaire, de ne pas oublier les représentants des équipes de nuit, par exemple, si votre structure fonctionne 24 heures sur 24. Et si on est dans une structure installée en multisite, d'avoir des représentants des différents sites concernés, avec également une possibilité de faire venir, lors de ces entretiens, des intervenants extérieurs, notamment des personnels libéraux, qui interviennent régulièrement dans la structure en fonction de la thématique et qui peuvent avoir, bien sûr, leur place dans cet entretien. Enfin, la troisième méthode, trois étapes clés également. Tout comme dans le chapitre 2, il s'agit de l'identification, de l'organisation des différentes séquences en fonction des membres de la gouvernance à rencontrer et qui sont liés aux thématiques. L'étape 2, c'est l'entretien avec la gouvernance elle-même. Donc, cette étape permet de s'assurer que le SSMS est en capacité de mettre en œuvre les missions qui lui sont données. Et l'étape 3, c'est également croiser les regards. Donc, c'est la rencontre avec les professionnels. Et cette fois-ci, cette étape, elle permet de vérifier que toute la stratégie qui est présentée et prévue par la gouvernance est réellement mise en œuvre sur le terrain et connue également des professionnels. Cette gouvernance, elle peut être bien sûr multiforme dans notre secteur, donc il peut s'agir de professionnels comme de bénévoles, mais l'important, c'est qu'il y ait des représentants de la gouvernance opérationnelle. À présent, nous allons faire un petit focus sur l'entretien avec les membres du Conseil de la vie sociale. Donc, il a été prévu pour les ESSMS qui sont soumis à cette obligation de créer un CVS qu'il y ait un entretien avec un membre des représentants des personnes accueillies et les familles autour de 10 critères. Ce ne sont pas des critères nouveaux, ce sont des critères qui ont été extraits des chapitres 1 et 3. Qui vont être questionnés auprès des membres représentant les familles et les personnes accueillies. Toutes ces informations sont présentées en détail dans la fiche pratique numéro 6. L'objectif est bien de mesurer l'implication du CVS dans la vie de la structure, dans la communication qui est faite, dans la transmission de l'information. Et quelle est réellement l'implication du CVS dans la vie de la structure. Donc, pour résumer un petit peu toute cette partie, vous voyez qu'il y a pour chacune des méthodes d'évaluation trois moyens classiques. Les entretiens, l'observation et la consultation documentaire. Donc ce sont tous les éléments que vous allez pouvoir donner aux évaluateurs à l'appui de vos réponses. La cotation. Alors, tous ces entretiens et ces réponses apportées vont permettre
de coter les éléments d'évaluation. Donc, le système de cotation a été prévu et ce qui a été retenu, c'est un système à 5 niveaux. Donc, 1 est le niveau le plus faible et étoile le niveau le plus élevé. Donc, il permet de valoriser un résultat qui va au-delà des attendus. Donc, l'évaluateur cote chaque élément d'évaluation et non critère. Et la plateforme Sinae va calculer des moyennes successives donc sur la cotation des critères, de l'objectif et de la thématique du chapitre. Une petite particularité, donc vous avez la possibilité de coter enfin vous non, mais l'évaluateur a la possibilité de coter en non concerné, puisque à partir du moment où vous aurez défini votre structure, à partir de sa catégorie finesse, vous aurez tous les champs d'application des critères qui vont lui être associés. Et donc, vous allez avoir la liste des critères qu'il faudra passer en revue. Mais si malgré tout, votre structure n'est pas concernée par un critère, l'évaluateur a la possibilité de coter en non concerné. Donc, pour rappel, tous ces critères cotés non concernés, bien sûr, doivent être justifiés, mais ils ne sont pas comptabilisés dans la cotation. Attention, seule petite attention, les critères impératifs ne peuvent pas être cotés en non concerné, sauf pour celui que nous avons rappelé tout à l'heure, le 362 sur le circuit du médicament. Enfin, vous avez la particularité de la cotation réponse inadaptée. Donc, cette cotation, elle s'applique uniquement dans le cadre de l'entretien avec la personne accompagnée, donc dans le cadre du chapitre 1. Et ici, il est possible donc, que malgré les différentes reformulations pour obtenir une réponse, des éléments, la personne n'arrive pas à mener à bien l'entretien, donc qu'elle est un peu fatiguée, qu'elle a des difficultés à répondre. Donc sur cette partie-là uniquement, l'évaluateur pourra coter réponse inadaptée et ça ne va pas pénaliser votre structure dans le cadre d'évaluation. Donc, il n'y aura pas d'impact sur le résultat. Je vais laisser la parole à Angélique Gallet pour la troisième partie sur la procédure d'évaluation. Alors, sur la procédure d'évaluation, juste un rappel sur le calendrier de l'évaluation. Donc, vous avez pris connaissance du décret du 26 avril 2022. C'est le décret qui fixe le rythme donc, de l'évaluation, c'est-à-dire tous les 5 ans. Et le calendrier de vos évaluations est fixé par votre autorité de tarification et de contrôle, par le biais d'arrêtés de programmation pluriannuels. Donc, on avait une première étape en 2023 entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, c'est derrière nous aujourd'hui. Donc, c'était pour rattraper les évaluations des établissements autorisés en 2008 et 2009 qui avaient été concernés par le moratoire des évaluations lors de la crise sanitaire. Donc, il y a eu cette première fenêtre. Désormais, on est dans le droit commun, c'est-à-dire donc des arrêtés de programmation pluriannuels qui concernent la période entre 2023 et 2027. Donc, ce sont ces arrêtés qui vous indiquent la date à laquelle il faut avoir rendu votre évaluation à l'autorité de tarification et de contrôle. Évidemment, s'il y a une difficulté par rapport à ces dates, il faut vous adresser aux autorités pour leur expliquer quelle est la difficulté, pour demander un report s'il y a lieu de le demander. J'insiste sur le fait qu'il n'y a que les autorités qui peuvent discuter de ça avec vous, parce qu'on a régulièrement des demandes de cette nature qui arrivent à la Haute Autorité de Santé. Alors, cette petite flèche du temps pour matérialiser le fait que la visite d'évaluation est bien sûr le temps fort, on va en parler dans un moment, mais c'est vraiment une démarche d'amélioration continue de la qualité qu'on recherche. Et donc, il y a un avant et un après. Donc, vous voyez, ça commence par la possibilité de l'auto-évaluation jusqu'au plan d'amélioration de la qualité. Donc, je vais faire quelques petits focus sur ces
ces étapes en commençant donc par l'amont de la visite d'évaluation, et on va parler d'auto-évaluation puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, auparavant il y avait une évaluation interne qui était obligatoire, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ces exercices d'auto-évaluation sont facultatifs. C'est vraiment sur la base du volontariat. Mais bien évidemment, on incite, on le fait depuis le début, et les retours d'expérience nous ont encore plus convaincus qu'il était vraiment extrêmement bénéfique de réaliser cette auto-évaluation. Pour plusieurs raisons. D'abord, ça permet de s'approprier les critères, de regarder les documents pour l'évaluation. Donc déjà s'approprier les exigences. Ça permet d'entraîner l'équipe dans cette dynamique collective autour de la qualité. Et puis, ça permet également, quand on fait une auto-évaluation avant, déjà de pouvoir discerner quelques sujets sur lesquels peut-être il y a des axes d'amélioration qui sont repérés par les équipes et de déjà s'engager dans des premières actions qui permettront le jour de l'évaluation d'être un peu plus à l'aise pour expliquer à l'évaluateur les actions qui ont été engagées et donc évidemment obtenir des cotations améliorées. Ça permet également, ça n'est pas neutre, quand on a réalisé une auto-évaluation, ça sert de preuve aussi pour répondre à l'objectif 3.10, qui est la définition et le déploiement d'une démarche d'amélioration continue de la qualité. Donc voilà, c'est la démarche d'auto-évaluation permet justement de démontrer à l'évaluateur qu'on a déjà déployé cette démarche collective et participative autour de la qualité des pratiques. Alors ensuite, donc cette étape centrale de la visite d'évaluation, je vais vous rappeler quelques étapes clés de cette visite. Donc il y a 6 étapes clés, ça fait l'objet d'une fiche dans le manuel et c'est vraiment ce qu'on demande aux évaluateurs de bien respecter toutes ces étapes qui sont pour nous fondamentales. D'abord, toute évaluation déjà se réalise dans les locaux de la structure. Il n'y a pas d'évaluation à distance, bien évidemment, même si l'évaluateur peut, pour gagner un peu de temps, demander à l'établissement quelques documents socles avant d'arriver dans la structure, mais en tout cas l'évaluation en elle-même se réalise dans les locaux. Donc au départ, il y a forcément une réunion d'ouverture au cours de laquelle l'évaluateur va rappeler à l'équipe de la structure en quoi consiste cette évaluation et comment ça va se dérouler. C'est aussi l'occasion de rebalayer le calendrier, l'organisation et de faire des petits ajustements. C'est l'occasion également de parler du choix des accompagnés traceurs, puisqu'on vous l'a expliqué, il y a une liste plus extensive qui a été produite en amont et le choix se fait lors du démarrage de l'évaluation. Ensuite, il y a la visite de la structure, c'est toujours la première étape. Les évaluateurs, donc ils sont toujours au nombre de 2 au moins, au minimum, ça c'est une exigence. Et donc ils vont commencer par visiter les locaux, déjà pour avoir un premier temps d'observation, par exemple pour regarder les affichages obligatoires, par exemple. Regardez aussi la disposition des locaux, les conditions d'accueil, les conditions de travail pour l'équipe. Donc, première étape, une visite des locaux qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, ou davantage si c'est un très grand établissement. Ensuite, donc le calendrier se déploie. Il est important de bien réserver à la fois, bien sûr, les temps d'entretien. Les entretiens, en général, surtout avec les personnes accompagnées, on souhaite que l'entretien reste en deçà de 45 minutes, ne dépasse pas 45 minutes. C'est déjà assez lourd pour certains. Donc, entretien avec les personnes accompagnées, entretien avec les équipes. Et il faut également, bien sûr, leur ménager du temps aux évaluateurs pour consulter la documentation. Donc tout ça s'organise pendant les différentes journées. Ce qui est important, c'est les 3 étapes suivantes qui sont très importantes. D'abord, les évaluateurs, à chaque fin de journée, vont faire une synthèse entre
pour discuter entre eux de ce qu'ils ont observé. Et est-ce qu'il leur faut d'autres éléments? Est-ce qu'il faut qu'ils reprécisent certaines choses par un questionnement de tel ou tel intervenant? Donc ils font une synthèse entre eux. Et puis ensuite, ils portent à la connaissance de l'établissement, donc dans ces temps de débriefing avec la gouvernance, justement ces éléments de synthèse, tout au long de la démarche. C'est important de pouvoir, à chaque fin de journée ou début de la journée suivante, faire un point sur ce qui a été observé lors de la journée précédente, et notamment s'il y a eu des difficultés, et notamment s'il y a des choses qui apparaissent sur des critères impératifs, et qui, voilà, il faut que les évaluateurs donnent l'occasion à la gouvernance, au fur et à mesure, de produire les éléments de preuve qui pourraient préciser des choses pour lever peut-être des cotations problématiques sur les critères impératifs. Parce que tous ces éléments de preuve, ils doivent être apportés pendant l'évaluation et pas a posteriori. Donc c'est important d'avoir ces échanges très réguliers tout au long de la visite. Et donc la dernière étape qui est également extrêmement importante, c'est le bilan de fin de visite. En général, le bilan de fin de visite, c'est avec la gouvernance et c'est aussi avec tous les professionnels. Hein. Il y a beaucoup d'établissements qui l'ouvrent assez largement, ce bilan. Il peut y avoir aussi les membres du CVS, ça c'est au choix, mais ce bilan, en fait, il est très attendu parce que vraiment les évaluateurs, dès le bilan de fin de visite, vont dire quels sont les axes de progrès qui sont repérés, mais surtout tout ce qui fonctionne bien. Donc c'est vraiment un temps de partage en équipe qui est important. Il n'est pas du tout question que la gouvernance d'un établissement tombe de sa chaise et des grosses surprises quand il reçoit le rapport. Tout ce qui est fondamental doit avoir été partagé lors de ce bilan. Alors justement, au niveau du rapport d'évaluation, donc après la visite d'évaluation, l'organisme accrédité a 1 mois pour transmettre un pré-rapport à la structure. La structure a à nouveau 1 mois pour faire part de ses observations, puisqu'il y a évidemment un échange contradictoire. Et à partir de la réception des observations de la structure, l'organisme aura à nouveau 1 mois pour produire son rapport final. Donc toute cette séquence, c'est important de l'avoir en tête et de bien anticiper, puisque je le rappelle, la date qui figure dans les arrêtés des autorités de tarification et de contrôle, c'est la date à laquelle l'établissement doit avoir transmis son rapport à l'autorité. Donc il faut bien penser, anticiper ces phases d'échange sur le rapport. Donc une fois que le rapport final a été produit, donc il est transmis à l'autorité de tarification et de contrôle. Donc l'établissement doit récupérer ce rapport qui va être déposé par l'organisme évaluateur sur la plateforme Sinae. Donc l'établissement récupère le rapport et le transmet à l'autorité. Il n'y a pas de transmission automatique de Sinae vers les autorités de tarification et de contrôle. Il faut bien que vous récupériez le rapport et que vous le transmettiez à l'autorité selon les voies qui vous ont été indiquées, voilà, par courrier, par mail, en le déposant sur une autre plateforme. Il y a différents modèles qui sont en train de se développer, mais il faut cet acte de transmission. Par contre, nous, à la HAS, ça c'est une nouveauté depuis 2019, on a donc du coup accès à tous les rapports. Là, il n'y a rien à faire puisqu'on va les chercher directement sur Sinae. Et donc, c'est une nouveauté qui a été introduite dans la loi de 2019. Et en fait, il y a 2 raisons pour cela. La première, c'est que la Haute Autorité de Santé a la mission de contrôler l'activité des organismes évaluateurs. Donc c'est justement, on va aller regarder ces rapports pour contrôler la façon dont les visites d'évaluation ont été déployées. Est-ce que ces visites ont été effectuées en toute concordance avec le cahier des charges qui s'oppose évidemment aux organismes évaluateurs. Donc on va faire ces contrôles par échantillonnage. Mais on va également systématiquement contrôler les rapports quand il y aura des signalements qui vont nous être effectués. Donc s'il y a un problème, si vous apparaît quelque chose, une interrogation au cours de la visite, si vous êtes étonné par certaines choses, il ne faut vraiment pas hésiter à nous faire un signalement, une réclamation,
alors ça se fait très simplement, hein, c'est un mail que vous nous adressez sur la boîte qu'on a rappelée à la fin de la présentation. Et donc on ira regarder systématiquement évidemment ces rapports d'évaluation. Donc ça c'est la première conséquence de cette transmission. Et la seconde, c'est que le fait, finalement, on est la seule autorité en France qui aura donc la réception de l'entièreté, l'exhaustivité des rapports sur tous les champs. Social, médico-social, et donc évidemment on va en tirer des données sur les niveaux de qualité en fait des établissements et des services. Donc on va produire au moins une fois par an un rapport qui va justement indiquer ce retour sur le niveau de qualité. On va certainement faire des focus au début sur les critères impératifs. On pourra sortir des données également par type d'établissement, par secteur. Donc ça va nous permettre d'avoir ce travail d'analyse. Et puis ça nous permettra également de nous autosaisir dans notre programme de travail. Si on voit que certains critères mettent en difficulté un certain nombre d'établissements et de services, et qu'il y a peut-être besoin d'outiller, d'appuyer les structures pour certaines thématiques. On pourra également nous autosaisir dans notre programme de travail pour élaborer des recommandations de bonnes pratiques sur ces sujets. Ensuite, la question de la diffusion. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur la diffusion. Donc, bien sûr, en interne, ça, il n'y a pas de sujet. C'est logique. On diffuse en interne auprès de la gouvernance, des conseils d'administration, auprès de l'équipe, auprès du conseil de la vie sociale. On organise des communications en direction des familles et des proches. Mais il y a également cette nouveauté qui a été posée dans la loi de 2019 de publier les résultats des évaluations pour le grand public. Donc les modalités de publication ne sont pas encore connues puisque la DGCS y travaille. La DGCS a réuni un groupe de concertation avec les représentants des fédérations et donc est en pleine phase de rédaction d'un décret qui devrait sortir, d'après les informations que j'ai, fin d'année 2023 ou tout début d'année 2024. Et donc, pour finir sur cette flèche du temps, après réception du rapport d'évaluation qui va donc donner des axes de progrès pour vos structures, qui va éventuellement donner des axes de progrès, mais en général, il y en a quand même au moins un ou deux. Donc, vous pourrez et vous devrez élaborer un plan d'action pluriannuel d'amélioration de la qualité. Et donc, le suivi de ce plan d'action sera retracé dans le rapport d'activité annuel que vous devez transmettre à vos autorités de tarification et de contrôle. Et donc ça permettra justement, puisque là on aura dans l'évaluation une photographie à un instant T de la situation, mais évidemment c'est une démarche d'amélioration, donc et c'est vraiment très important de pouvoir valoriser au fur et à mesure les actions qui ont été engagées suite à cette évaluation. Et je repasse la parole à Noémie Guiton pour la dernière partie. Alors, cette dernière partie, c'est les exigences du cahier des charges. Donc, rapidement, un petit point d'attention sur ce qui a été fixé aux organismes évaluateurs par la HAS. Alors, nous avons souhaité, bien sûr, une intervention indépendante des organismes qui apportent un certain nombre de contraintes dans leur intervention, que ce soit pour les organismes eux-mêmes, mais également pour les intervenants. Notamment, ces organismes, s'ils sont intervenus pour la formation du conseil dans notre structure, 24 mois avant l'évaluation, ne pourront pas réaliser cette évaluation au sein de votre structure. Et de la même façon, l'organisme qui aura réalisé votre évaluation ne pourra pas intervenir également au sein de votre structure l'année qui suit l'évaluation. Donc, nous avons mis des exigences dans ce cahier des charges en matière de professionnalisation également des organismes et des intervenants eux-mêmes. Exiger un niveau d'activité des organismes, puisque dans le passé, il y avait beaucoup d'organismes habilités, mais qui n'avaient jamais réalisé d'évaluation. Et évidemment, ces organismes se sont engagés à réaliser les évaluations sur la base de tous les outils et les méthodes d'évaluation qui sont publiés par la HAS.
Et comme il a été rappelé, nous allons renforcer les contrôles par auto-sitting, mais également sur la base de signalement de votre part. Donc la liste des organismes évaluateurs, vous la retrouvez sur notre site internet, également sur la plateforme Sinaï. Donc cette liste, elle est mise à jour et publiée quotidiennement. Pour le moment par des ajouts, mais également à l'avenir par des retraits d'organismes si le COFRAC leur retirait leur accréditation et s'ils ne respectaient pas le cahier des charges. Donc il est très important au moment de votre contractualisation avec un organisme que vous vous assuriez qu'il figure bien sur cette liste. Et enfin, nous avons mis quelques liens utiles. Donc la foire aux questions, où vous retrouvez toutes les questions qui sont le plus souvent posées. L'adresse également où nous écrire, donc c'est contact.évaluation-sms@hs-santé.fr. Et vous pouvez également vous pouvez nous saisir toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc Noémie Guiton et moi, nous nous tenons maintenant à votre disposition si vous souhaitez nous poser des questions. Bonjour. Bonjour Madame. Donc Madame Bloch, directrice du Centre Ayo Castellet. Donc c'est un établissement public pour enfants qui accompagne des enfants en situation de handicap. ITEP d'un côté, c'est ça de l'autre. Et ma question, c'est sur on doit produire sinon 6 profils, sinon. Alors, en fait, je pense surtout aux enfants d'ITEP, parce que bon, les enfants du CESAD et les familles du CESAD, c'est pas la même chose. Et entre le moment où on va recueillir le consentement des enfants et des familles, le moment où l'évaluateur va être là, les 6, ils peuvent avoir dit oui une semaine avant, le jour J. Et par ailleurs, comment on fait ? Parce qu'il faut aussi que est-ce qu'il faut forcément que le représentant légal soit là ? Parce que ça veut dire que sinon, on fait venir les 6. Mais que l'organisme choisit 3. Donc, en termes de... Oui, je sais que c'est pas simple à gérer. Pour l'instant, la méthodologie est comme ça. Effectivement, pourquoi ? Donc, vous avez raison, il faut recueillir le consentement des familles et des enfants avant la visite d'évaluation. Pas trop longtemps avant non plus, hein. On demande, donc on a dit 6 parce que c'est au minimum 3, hein. On demande le double, donc c'est en fonction du nombre d'accompagnés traceurs que vous aurez à mobiliser. Justement, on demande un chiffre plus élevé parce que, donc oui, il faut tous les faire venir le premier jour. Je sais que ça, c'est pas simple, je le sais bien, mais... on demande ça parce que, justement, le jour de l'évaluation, il peut y avoir un enfant qui finalement n'est pas disponible, il y a un rendez-vous ailleurs, ou la famille a retiré son accord après, ou bien juste au moment de rencontrer l'évaluateur et d'être sélectionné, la personne ne veut plus. Ça aussi, on l'a observé. Donc c'est pour ça qu'en fait, on demande un vivier plus important que le nombre qui va faire l'objet de l'entretien. Voilà. Alors après, est-ce qu'il faut forcément, pour les jeunes et les enfants, que le représentant légal soit présent ? Non. Il y a aucun... en fait, il n'y a pas de difficulté juridique à ce qu'un enfant ou un jeune interagisse avec l'évaluateur seul. Mais le représentant légal peut souhaiter être là, exiger d'être là. Bien sûr, il n'y a pas de difficulté. L'essentiel, c'est vraiment de pouvoir conduire ces entretiens dans les meilleures conditions possibles. Donc, d'ailleurs, il n'y a pas que les enfants, hein. Je rappelle que toute personne peut demander à être accompagnée lors de son entretien avec l'évaluateur. Il peut être accompagné de ses proches, il peut être accompagné d'une personne de confiance, de son tuteur, voire même d'un référent de l'établissement, si voilà, il y a des questions de communication, hein, par exemple. Hein, il y a parfois des difficultés de communication. Il y a un référent dans l'établissement qui a l'habitude d'interagir avec la personne. Il y a des techniques de communication particulières que, bien sûr, un évaluateur ne va pas maîtriser. Donc, il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est de pouvoir recueillir
voilà, dans les meilleures conditions du point de vue de la personne. Bonjour, Romain Viau, je suis cadre supérieur sur les EHPAD de la Haute-Gironde, Blaye et Bourg-sur-Gironde. Sur Bourg-sur-Gironde, nous avons 28 lits d'unité Alzheimer, dont 14 lits d'UHR. L'accompagnement est légèrement différent entre l'EHPAD et les unités fermées. Vous allez bien comprendre qu'au niveau des unités de l'UHR, les résidents ne vont pas être en mesure, en tout cas, de répondre en tout cas aux questions. Est-ce qu'on, à ce moment-là, est-ce qu'on peut solliciter du coup les membres de la famille du résident ou éventuellement la tutelle qui est en charge le résident? Oui, tout à fait. La réponse est oui, bien sûr. Donc, les personnes qui ont des troubles cognitifs, on sait, c'est pas évident. Donc, la famille peut répondre, peut être là, mais on aime bien quand même que la personne accompagnée soit présente. Hein. Oui, tout à fait. Mais la famille répond, quand la personne n'en a pas la possibilité, mais en sa présence. Merci beaucoup. Oui, juste, s'il vous plaît. Vous pouvez préciser la notion consentement ou accord? Qu'est-ce qui est attendu? C'est simplement de recueillir l'accord de la personne? On ne parle pas d'un consentement écrit, signé et tout. Alors, en fonction des certains dispositifs, on est sur de l'accord, de principe. On n'est pas sur un document forcément formalisé. Qu'est-ce que vous attendez au niveau de la fait, il n'y a pas de document type juridique, mais l'évaluateur va vouloir voir l'accord de la personne. Donc, l'idéal, c'est quand même d'avoir un formulaire signé. Je sais qu'il y a des organismes évaluateurs qui les envoient, d'ailleurs, qui ont composé des documents. Il faut que ça puisse être tracé, vraiment, de préférence. Alors après, si c'est pas possible que la personne signe un formulaire, quelqu'un dans l'établissement peut signer le formulaire en disant, en expliquant que la personne n'a pas la possibilité, signer à sa place. Et de toute façon, le jour de l'évaluation, le consentement oral sera à nouveau recueilli par l'évaluateur, avant l'entretien. Bonjour, Camille Aluse. Je suis responsable qualité dans un FAM et un EHPAD, et puis à l'hôpital de Barbezieux. Et je suis aussi évaluatrice. Et ma question, c'est, vous dites que quand en entretien avec les professionnels, par exemple sur le chapitre 2, ils ne fournissent pas forcément, on va dire, tous les éléments de preuve sur un critère impératif. Quand on fait le débriefing avec la gouvernance, on peut éventuellement leur demander des éléments de preuve. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que ce que vivent les professionnels sur le terrain, ce n'est pas forcément ce que la gouvernance décrit. Enfin, il y a une discordance entre les deux, et justement, les temps d'échange pour moi avec la gouvernance, où elle ramène ces éléments de preuve, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Merci de cette précision. Effectivement, c'est justement tout l'objet de la méthodologie et des regards croisés, c'est de voir si ce que la gouvernance vous apporte en termes de mise en, comment je pourrais dire, de procédure en fait, de process, de stratégie, est bien connue des professionnels et si elle est appliquée. Maintenant, ce que je disais, c'est que effectivement, quand il y a suite à la rencontre avec les professionnels un critère impératif qui visiblement, au regard de l'entretien, est pas du tout appréhendé. Et que vous vous orientez sur une cotation à moins que 4, c'est important quand même d'en informer la gouvernance, parce que la gouvernance peut, ou bien alors le professionnel est passé à côté de quelque chose, il faut quand même donner l'occasion à la gouvernance de rectifier ça, et vous pourrez d'ailleurs le vérifier avec d'autres professionnels, ou bien parfois aussi c'est important de vérifier si la gouvernance a conscience de cette situation. Et peut-être ils l'ont déjà identifié, ils ont déjà un plan d'action. Donc dans les observations que vous allez mettre, alors là je parle à l'évaluatrice du coup, voilà, c'est important d'avoir ces éléments. Bonjour, Nathalie Balestra, je suis aussi évaluatrice depuis le début de l'année 2023 pour 2 organismes différents. Et je voulais revenir sur les accompagnés traceurs par rapport à ce que vous avez expliqué tout à l'heure et la différence que j'observe au niveau de la pratique pour voir, voilà, pour éventuellement se recaler.
Les accompagnés traceurs, on demande en fait aux institutions de nous envoyer la liste en amont, pas trop longtemps en amont, mais en amont quand même, parce que par exemple dans un CESAD, c'est très compliqué de mobiliser 6 familles pour le jour J. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que le choix, il est envoyé en amont à l'établissement. Voilà, ça c'est la première chose. Bon, sur lequel j'entends une différence, donc je voudrais en savoir plus si c'est les organismes pour qui je travaille qui font pas comme il faut. Et le deuxième aspect dans la pratique, moi je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations à interviewer des usagers qui étaient où je pouvais mettre que des réponses inadaptées, et ça je trouve que c'est vraiment très dommage pour les établissements parce que du coup ça donne pas d'image de l'appréciation de l'accompagnement par les résidents. Donc effectivement être vigilant au choix des accompagnés traceurs, mais aussi au fait qu'ils puissent être accompagnés. Par contre, l'accompagnement par un référent de l'accompagné, du résident qu'on va retrouver derrière en groupe des professionnels interviewés, ça pose problème aussi, quoi. Voilà. Donc le mieux, c'est quand même, je trouve, un tiers extérieur, famille ou tuteur. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais bon, parfois, certains évaluateurs n'ont pas eu d'autre choix. Voilà, je pense à une expérience que j'ai vue il n'y a pas très longtemps où, en fait, la personne, effectivement, avait certaines difficultés de communication, la personne accompagnée. Elle avait donné son consentement, pas de problème avant. Et puis, le jour J, en face de l'évaluateur, elle était tétanisée. C'était pas possible justement d'interagir avec elle. Et donc, il a été décidé que son référent habituel dans l'établissement vienne. Et ça a permis de débloquer quand même les choses. Donc, c'est peut-être une solution par défaut, mais c'est mieux que effectivement n'avoir que des réponses inadaptées sur une grille. Et sur le choix en amont, indiqué en amont, oui, nous le savons, nous avons identifié certaines pratiques, enfin au moins une en tout cas, qui a été portée à ma connaissance, et je vous confirme qu'on a été amené, le COFRAC en l'occurrence, à rappeler la méthodologie qui est celle du choix le jour J. Bonjour, Amandine Pémira, je suis cadre supérieur de santé à l'hôpital du Haut-Limousin en Haute-Vienne. Moi, j'avais une question par rapport au nombre d'accompagnés traceurs qu'on doit proposer, puisque c'est un établissement qui regroupe plusieurs EHPAD répartis sur 3 sites géographiques distincts. Donc 3 EHPAD en tout, on a un nombre de 500 lits environ. Donc on sait à ce jour que l'évaluation devrait avoir lieu sur le premier trimestre 2024 et que la durée de l'évaluation sera de 2 jours. Donc comment nous, on peut orienter déjà les visites ? Est-ce qu'on doit proposer un certain nombre d'accompagnés traceurs sur chaque site, sur un seul site ? Enfin voilà, comment on peut organiser tout ça ? Alors pour bien vous répondre, je vais vous poser à mon tour une question. Vous avez 3 EHPAD. Est-ce que vous savez si chaque EHPAD a une autorisation différente ou s'il y a une seule autorisation à un établissement avec plusieurs sites ? C'est un établissement avec plusieurs sites. Ok. Alors, quand on a un établissement avec plusieurs sites, donc déjà, c'est pas forcément que 3 accompagnés de traceurs, évidemment. On n'a pas. En fait, pour l'instant, on a mis ce plancher de 3, mais c'est pas un nombre qui est formel. On peut aller au-delà. Oui, l'idée, c'est d'avoir des accompagnés traceurs qui représentent la diversité des modalités d'accompagnement. C'est important d'avoir des professionnels qui interviennent sur tous les sites. C'est un peu moins important pour les accompagnés traceurs. Donc voilà. Mais ce qu'on souhaite, par contre, donc là, on ne raisonne pas pour les accompagnés traceurs en termes géographiques, mais plutôt en termes de différence, de différence de profil, des personnes qui viennent d'être admises dans l'établissement, d'autres qui sont là depuis plus longtemps, voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, Patrice Suria, donc je suis en stage de direction
à la DPI 16. J'ai une question concernant la nouvelle nomenclature Séraphin PH. Comment elles vont pouvoir s'articuler avec le système d'évaluation qui se déploie au sein des associations? Est-ce que, au final, il n'y a pas une logique d'évaluation des critères Séraphin PH qui vont se déployer en parallèle de ce système d'évaluation? Alors là, vous parlez des indicateurs qui sont attachés à Séraphin PH. Effectivement, c'est vraiment deux choses pour l'instant qui sont différentes, même s'il y a des résonances entre les deux. Mais les critères, enfin, on fait une différence, voilà, entre vraiment les critères d'évaluation où en fait on est sur une trajectoire de qualité sur l'accompagnement de la personne. Donc c'est vraiment, on part des besoins de la personne et on regarde comment l'équipe s'organise pour répondre aux besoins de la personne, et les indicateurs physico-financiers, les indicateurs de qualité de vie qu'il peut y avoir à côté. Maintenant, on a les indicateurs Séraphin PH, on a les indicateurs EHPAD du côté qui vont être publiés par la CNSA. Tout ça, on peut dire que ça participe à la qualité, bien évidemment, c'est l'écosystème de la qualité. Mais pour l'instant, il n'y a pas de lien formalisé, il n'y a pas de système d'information opérable. Voilà, c'est pas encore organisé dans ce sens-là. Une autre question, Sébastien Motard pour la DAPI Charente. Concernant les établissements qui sont engagés dans la certification, comment l'évaluation va pouvoir s'appuyer peut-être sur cette certification, et notamment pour éviter l'effet de doublon? Enfin, moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu dans ce qui peut être engagé sur certains établissements. Vous parlez des certifications privées, les auditeurs en DO, oui. Ah, en DO, par exemple. Oui, parce que moi, du coup, j'étais partie sur la certification HAS des établissements de santé. Alors, ce sont deux choses différentes. Voilà, je rappelle que l'évaluation est obligatoire dans la loi, la certification est facultative. C'est déjà une différence notable. En fait, mais il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux, et je dirais même bien au contraire. Un établissement qui a fait une démarche volontaire de certification, évidemment, va avoir énormément d'éléments de preuve et d'éléments à apporter à l'évaluateur le jour de l'évaluation. Mais ces deux démarches, elles ne se confondent pas, elles ne sont pas incompatibles non plus, il faut les articuler. Hein, vous avez vu que il y a dans le Code de l'action sociale et des familles, d'ailleurs, c'est prévu. Hein, on cite dans un article en R, dont je me rappelle pas là tout de suite le numéro, mais on cite les certifications. On dit que les certifications peuvent tout à fait être conduites dans le cadre de l'évaluation. Donc en fait, il y a une articulation entre les deux. Déjà, c'est évident qu'un établissement qui a fait une certification privée, vous voyez l'objectif dont je parlais tout à l'heure, 3.10, il va avoir un niveau optimisé, bien évidemment, puisque c'est quand même une démarche globale de démarche qualité, faire une certification. Donc voilà, il y a cette articulation à trouver, mais les deux exercices cohabitent mais ne se substituent pas. Ce sera la dernière question. Bonjour, Géraldine Aubin, responsable qualité de la DAPI Charente. Ma question, elle est un peu plus technique. Ça concerne en fait le fait que l'obligation d'évaluation, elle se rapporte à l'autorisation, et que parfois on a plusieurs finesses qui bénéficient de la même autorisation. En fait, la réponse du financeur, c'est dans ces cas-là une visite d'évaluation avec un rapport à 2 volets. Sauf que dans SINAE, aujourd'hui, c'est pas vraiment possible d'avoir un rapport d'évaluation avec 2 volets
qui pourrait mettre en avant des colorations différentes entre les différents finesses autorisés par la même autorisation. Donc en fait, bon, c'est une question, c'est plus une remarque, mais aujourd'hui, dans les dialogues avec les évaluateurs, c'est compliqué, notamment au moment où on négocie le prix d'une visite et où on organise la visite, de savoir combien de rapports il faut produire et comment est-ce qu'on peut optimiser les coûts tout en restant en conformité et en cohérence avec les pratiques. Alors, quand vous dites que SINAE ne le permet pas du tout, on a essayé quand même de prévoir des développements dans SINAE pour essayer d'améliorer ce système. Donc c'est vrai que quand il y a une seule autorisation et plusieurs finesses, donc il y a plusieurs services, normalement, déjà dans SINAE, vous allez avoir des grilles accompagnées traceurs par finesse. Vous allez avoir, pour le chapitre 2, soit l'équipe est vraiment imbriquée, et donc il y aura une seule grille pour le chapitre 2, soit c'est des équipes qui fonctionnent séparément, différemment, avec des nuances, comme vous le dites, et on peut garder un chapitre 2 différencié par finesse, par établissement. Et par contre, les grilles du chapitre 3 vont être forcément les mêmes, puisque la gouvernance est la même. Et on doit retrouver, dans le rapport d'évaluation, on doit retrouver les cotations par établissement. Voilà, donc je ne sais pas à quel moment vous avez eu cette conversation avec votre évaluateur, si c'était parce que c'est une évolution qui est assez récente. Mais voilà, si vous avez encore un souci ou des demandes de précision par rapport à ça, parce que je vous avoue que je ne suis pas une super spécialiste de SINAE quand même, mais n'hésitez pas à adresser un mail à l'équipe si vous avez des questions plus précises. Bonjour, direction UGCAM Aquitaine. Alors, moi, je voudrais rebondir sur, une fois, les correspondances avec les certifications. Dans l'ancien dispositif, il y avait des décrets qui avaient été publiés avec des tableaux de correspondance et qui allégeaient, malgré tout, le dispositif d'évaluation externe si on avait eu une certification NF-Service, par exemple. Là, aujourd'hui, vis-à-vis du nouveau dispositif, on n'a plus du tout ces correspondances. C'est ce que vous me confirmez ? D'accord. Parce que dans l'ancien dispositif, encore une fois, c'était absolument pas la même chose. Dans l'ancien dispositif, il n'y avait pas de référentiel national. Donc, il y avait un cahier des charges qui donnait les rubriques d'évaluation. C'était une annexe 3-10 du code qui a été abrogée. Voilà. J'entends bien, mais c'est d'autant plus, entre guillemets, pas logique, parce que justement, il y a des redondances énormes dans les critères, notamment de Capandéo qui vient d'être cité, et puis le référentiel de la Haute Autorité de Santé. Je ne vais pas polémiquer. Le deuxième point, c'est les fameux finesses. Alors, quand on a une autorisation et deux finesses, on a un seul rapport avec, comme vous venez de le dire, un détail de la qualité des prestations délivrées par chacun des établissements. Mais dans l'instruction de juillet 2023, il est bien noté que même si on a deux établissements ayant deux autorisations mais une seule gouvernance, il y a la possibilité aussi d'avoir un seul rapport. Oui, tout à fait. Et pardon, merci. Et justement, quand on contractualise la négociation avec les cabinets, entre guillemets, ils ne sont pas d'accord pour pouvoir nous financer un petit peu, pour pouvoir nous facturer un peu plus. D'accord, je note cette information. Je rappelle que néanmoins, pour que vous ne puissiez conduire qu'une seule évaluation sur des établissements qui ont plusieurs autorisations, on va dire, je ne sais pas, femmes, MAS, voilà, IMEC, SAD, il faut qu'il y ait d'abord un accord de l'autorité de tarification, bien entendu, et que cet accord il vous ait été donné par écrit et que vous puissiez le produire à l'évaluateur. Mais à partir du moment où votre autorité vous a demandé une seule évaluation pour plusieurs établissements autorisés, je ne vois pas comment l'évaluateur pourrait ne pas être d'accord. Mais je prends cette information, puisque je les vois régulièrement. Enfin, je vois les référents. Ok.